Ta sœur a besoin que tout soit parfait pour son petit ami riche, m'a dit ma mère avec froideur. Et toi, avec cette odeur de sueur et de vernis, tu gâcherais la photo de famille. On t'a interdit de sortir de ton propre atelier pendant qu'il fêtait dans la maison que moi, je paye. Mais quand le petit ami parfait est entré par erreur dans mon garage, il a lâché une phrase qui a fait tomber le masque de ma mère de honte. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Mes parents m'ont effacé de la demande en mariage, sans avertissement, sans hésitation et, le pire de tout, sans la moindre trace de remords dans leurs yeux. J'ai seulement entendu la voix de ma mère, Laetitia, résonner dans le salon avec ce ton froid et calculé qu'elle utilisait pour annoncer des nouvelles dont elle savait qu'elles allaient faire mal. Ta sœur veut que son petit ami ait une première impression impeccable, Paloma, a-t-elle dit, sans même me regarder dans les yeux, en ajustant une composition florale qui coûtait plus que ce que je dépensais en nourriture en 2 semaines. Les soyons honnêtes, t'avoir là, avec ses mains, avec cette odeur de white spirit qui semble sortir de tes pores, ça la ferait mal paraître. Ça rabaisserait l'image de la famille. J'étais debout sur le seuil du salon, avec encore mes bottes de sécurité aux pieds et ma combinaison couverte de teintes couleur noyer et de poussière de ponçage. Je venais de passer 10 heures à restaurer les poutres du plafond de la même maison où nous nous trouvions, ce manoir colonial à Coyoacán qui tombait en ruine et que mes parents insistaient pour appeler « la grande maison », comme si nous étions encore les aristocrates d'il y a 50 ans. J'ai senti l'air froid de l'après-midi me mordre la nuque. Ou peut-être que c'était la honte. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je suis juste resté là à regarder le parquet, en remarquant ironiquement qu'il avait besoin d'être ciré de nouveau. C'était un réflexe professionnel. Je voyais les fissures du bois avant de voir les fissures chez les gens. Alors, je dois partir, ai-je demandé, avec une voix plus rauque que d'habitude à cause de la poussière avalée pendant la journée. Mon père Rogelio a levé les yeux de son journal. Il était assis dans le fauteuil Louis X que j'avais retapissé gratuitement 3 mois plus tôt parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer un professionnel. Ne sois pas dramatique, Paloma, a-t-il soufflé, en agitant la main comme pour chasser une mouche. On ne te met pas dehors de la maison. On a juste besoin que tu ne sois pas visible. Julien vient d'une famille d'architectes très connus. Des gens avec de l'argent ancien, ma fille. Il ne comprendrait pas que la sœur de sa future femme ressemble à un ouvrier de chantier. C'est un dîner de fiançailles, papa, ai-je dit en sentant un nœud dans ma gorge. C'est censé être pour réunir les familles. Exactement, est intervenue ma sœur Mireia en descendant les escaliers. La voilà, l'enfant doré. Mireia brillait littéralement. Elle portait une robe en soie couleur crème qui lui allait comme un gant, ses cheveux coiffés en ondulation parfaite et ce sourire de pub pour dentifrice qu'elle avait perfectionné pour ses stories Instagram. Mireia se promenait dans la vie comme si elle attendait des applaudissements à chaque coin de rue, et en général, elle les recevait. Elle s'est arrêtée devant moi en fronçant le nez avec un geste exagéré de dégoût. Elle a sorti un flacon de parfum cher, sûrement acheté avec la carte de crédit que je payais, et elle a vaporisé l'air entre nous, créant une barrière d'odeur florale, douce et écœurante pour neutraliser ma présence. Ah, Paloma, s'il te plaît, a dit Mireia avec ce ton condescendant qui me faisait grincer des dents. Ne le prends pas personnellement, c'est juste de la stratégie. Julien est spécial, il aime l'esthétique, la sophistication. S'il te voit comme ça, avec la sueur dans les cheveux et ses ongles noirs, il va penser qu'on vient de mondes différents. Et moi, j'ai besoin qu'il pense que je suis son égal. J'ai regardé mes mains. Elles étaient rêches. Oui, j'avais des callosités dans les paumes à force d'utiliser la gouge et le ciseau à bois. Mes ongles étaient courts, toujours propres, mais inévitablement tachés par les vernis et les huiles avec lesquelles je travaillais. C'étaient des mains qui créaient, des mains qui construisaient, des mains qui, ironiquement, avaient payé pour la robe de soie qu'elles portaient. Mais pour eux, mes mains étaient juste sales. Reste juste dans l'atelier. Voilà. Ma mère a continué, en s'approchant pour lisser un pli imaginaire sur l'épaule de Mireia. On dira à Julien que tu as dû partir en urgence ou que tu es malade. Quelque chose de contagieux pour qu'il ne pose pas trop de questions. Ils vont me cacher, ai-je murmuré en sentant la réalité me frapper en plein cœur. On te protège, m'a corrigé mon père, en revenant à sa lecture. Léon protège l'avenir de ta sœur. Si ce soir se passe bien, si Julien officialise la demande, tout le monde en profitera.
Tu devrais être reconnaissante que ta sœur se sacrifie pour bien se marier et nous sauver tous. Je me suis mordu la langue tellement fort que j'ai senti le goût métallique du sang. Se sacrifier. Mireia n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle se disait, consultante en images, ce qui voulait dire en vrai qu'elle se prenait en photo avec des vêtements prêtés et donnait des conseils non demandés à des gens sur Internet. Moi, j'étais Paloma Vega, 29 ans, maîtresse ébéniste. Je passais mes journées entre les bois nobles, les résines et les outils tranchants. Les gens disaient que mon travail avait une âme, que je pouvais faire chanter le bois mort. Mais dans cette maison, dans cette famille obsédée par les apparences, je n'étais pas une artiste. J'étais la petite, bricoleuse, celle qui réparait les chaises cassées, qui débouchait les tuyaux, qui se cachait quand arrivaient les invités importants. Ah très bien, ai-je finalement dit. La résignation était une vieille amie lourde et froide. Je resterai au garage. Les fermes à clé, a ajouté Mireia en se tournant pour s'admirer dans le miroir. Je ne veux pas que Julien entre par erreur et voie tout ce bazar à toi. Ce serait une honte énorme. Je me suis retourné et je suis sorti vers la cour arrière, en direction du vieux garage que j'avais transformé en sanctuaire. Le vent soufflait fort, emportant des feuilles sèches, mais le froid que je sentais venait de l'intérieur. Je suis allé vers mon atelier. L'atelier, comme je l'appelais, était mon refuge. Je pensais que ce serait tout, que je passerais la soirée à poncer un bloc de cèdre rouge, en écoutant de la musique avec mes écouteurs pour couvrir le son des rires et le tintement des verres en cristal qui viendraient de la maison principale. Je pensais que ce serait une nuit de plus à être le fantôme de la famille Vega, mais je n'avais aucune idée que cette nuit-là, le destin ou peut-être la justice poétique avait un scénario très différent préparé. Un scénario où la sueur vaudrait plus que l'or et où les masques allaient tomber avec un bruit énorme en se brisant contre le sol. J'ai fermé la porte en métal du garage derrière moi, et le silence m'a enveloppé. Ici, l'air sentait différent, pas le parfum bon marché et les mensonges, mais le cèdre, le pin, la cire d'abeille et la térébenthine. Pour moi, c'était l'odeur de la vérité. Le bois ne ment jamais. S'il a un nœud, ça se voit. S'il est pourri à l'intérieur, ça se sent au toucher. Si seulement les gens étaient pareils. Je me suis laissé tomber sur le banc de travail, entouré de mes outils. Des gouges en acier japonais, des rabots à main anciens que j'avais restaurés moi-même, des presses en fonte. Chaque objet ici avait une utilité et une valeur. Contrairement à moi dans cette maison. Mon regard s'est posé dans un coin de l'atelier, sous un tas de chutes d'acajou. Là, à moitié caché, se trouvait le cahier marron. C'était un vieux cahier de comptes, avec les coins pliés et les pages jaunies. Je l'ai sorti presque automatiquement et mes doigts ont caressé la couverture rugueuse. Ce cahier était mon musée privé de la douleur. Je n'y gardais pas de photos ni de souvenirs heureux. Je gardais des chiffres, des dates, des promesses brisées. Je l'ai ouvert à une page au hasard. 14 février 2021. Paiement de la carte de crédit de maman, 18 500 $. Raison, elle avait besoin d'un nouveau sac pour le thé de charité des dames du club. Menace de saisie si on ne payait pas. J'ai tourné la page. 3 novembre 2022. Facture de l'hôpital de papa, 32 000 $. Traitement pour la goutte. Papa a dit qu'il me rendrait l'argent quand le terrain de grand-mère serait vendu. Le terrain a été vendu il y a 6 mois. Je n'ai pas vu un seul centime. Mireia a eu une nouvelle voiture cette semaine-là. Une larme solitaire, chaude et furieuse, est tombée sur le papier, en faisant baver l'encre d'une note d'il y a 3 ans. Je me souvenais de ce jour très clairement. J'avais eu une infection rénale sévère parce que j'avais travaillé des heures supplémentaires dans l'atelier froid, sans chauffage, pour finir une commande urgente. Je brûlais de fièvre, tordu de douleur dans mon lit. J'ai demandé à maman de m'acheter des antibiotiques. Ils étaient chers, environ 1 200 $, et je venais juste de payer l'électricité et l'eau de la maison, me laissant à zéro jusqu'à ce que le client me paye le reste. Ah, Paloma, on n'a pas de liquide en ce moment, m'avait-elle dit en regardant ses ongles. Patiente un peu, bois des tisanes. On verra demain. 2 heures plus tard, j'ai vu Mireia arriver avec des sacs d'un grand magasin de luxe, une robe de cocktail. Elle coûtait une somme énorme. Maman la lui avait achetée parce que, la pauvre petite, était déprimée, son ex l'avait quittée. J'ai dû appeler ma tante Rosalva, la seule personne dans cette famille qui semblait avoir un cœur, pour qu'elle vienne m'apporter les médicaments. Sans elle, j'aurais peut-être fini aux urgences avec une septicémie. Et pourtant,
Quand je suis allé mieux, j'ai recommencé à travailler. J'ai recommencé à payer. Pourquoi? C'était la question que je me posais chaque nuit en regardant le toit en tôle du garage. Parce qu'on m'avait élevé avec la culpabilité. J'avais grandi dans une maison où l'apparence était tout. Ma mère soignait notre image familiale comme un conservateur de musée choisi des œuvres d'art. Des sourires parfaits, des vêtements de marque, des histoires de réussite inventées. Et à côté de Mireia, l'ambassadrice de la marque Vega, j'étais toujours le personnage du fond. L'erreur de casting. Pour mon père, une fille avec des boucles bien coiffées et un travail dans les relations publiques, c'était quelque chose à montrer au club de golf. Une fille qui changeait des ampoules, restaurait des meubles vieux et rentrait à la maison avec des écharpes dans les doigts, c'était utile, disait-il. Pas talentueuse, pas douée. Juste, pratique. Au moins tu sers à quelque chose, Paloma, me disait-il quand je réparais le cadre de ses lunettes ou que je vernissais son bureau. Puisque tu n'as pas le charme de ta sœur, au moins tu as de la force brute. J'ai appris très tôt que contester le récit de la famille Vega ne faisait qu'empirer les choses, alors je suis restée silencieuse, forte, celle qui réglait tout. Quand l'évier fuyait, je le réparais. Quand Mireia cabossait sa voiture, je la polissais et je la repeignais avant que mes parents ne s'en rendent compte. Quand arrivaient les avis de coupure des services, je faisais les virements avant qu'ils ne coupent la lumière. Je me suis tellement vidé pour eux que je n'ai presque pas remarqué à quel point je m'étais vidé, moi. J'ai refermé le cahier d'un coup sec. La poussière s'est levée en un petit nuage doré sous la lumière de la lampe suspendue. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il ne me demandait pas seulement de l'argent ou du travail. Aujourd'hui, il me demandait de cesser d'exister. Qu'on ne te voit pas, avait dit maman. Tu gâcherais la photo. J'ai regardé autour de mon atelier. Les outils brillaient, propres et bien rangés. Les planches d'acajou, de salme, de granadillo étaient empilées avec respect. Ici, entre ces machines et ce bois, j'étais une reine. Mes clients, des collectionneurs sérieux et des architectes, me respectaient. Ils m'appelaient « maîtresse ». Ils payaient des sommes que mes parents n'imagineraient même pas pour mon travail. Mais mes parents ne savaient rien de tout ça. Pour eux, je faisais juste des réparations. Je ne leur avais jamais dit combien je gagnais vraiment. Je ne leur avais jamais montré mes œuvres maîtresses, ces sculptures et ces meubles d'auteur que je vendais sous le pseudonyme PV à des galeries exclusives à San Miguel de Allende et à Polanco. S'ils savaient combien d'argent entrait vraiment sur ce compte, ils m'auraient vidé depuis longtemps. Et ça, c'était ma petite rébellion, mon secret. Soudain, la porte du garage s'est ouverte avec un grincement métallique. J'ai sursauté et j'ai caché le cahier instinctivement sous un chiffon. C'était Mireia. Elle descendait avec précaution les 2 marches en béton, en soulevant le bas de sa robe comme si le sol de l'atelier était couvert de lave. « Paloma, vite !» a-t-elle dit sans même me regarder en face, en tendant vers moi une main manucurée. Elle tenait une chaise ancienne de style Chipendale, une des fausses pièces précieuses de la salle à manger. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé en me levant. « Un pied s'est cassé. Papa s'est assis dessus et ça a craqué. Tu dois la réparer maintenant. Julien arrive dans 20 minutes et c'est la chaise où son père va s'asseoir, s'il vient. Mireia, il faut de la colle à bois et du temps de séchage d'au moins 12 heures. Je ne peux pas réparer ça en 20 minutes. Elle a levé les yeux au ciel. Ce geste si répété qui me donnait la nausée. Oh, sérieux, fais ta magie là, celle que tu fais. Mets un clou, du scotch, du chewing-gum, n'importe quoi. Il faut juste que ça dure le dîner. C'est si compliqué? C'est pour ça que tu es là, non? J'ai pris la chaise. Le bois était sec, abîmé par des années de mauvais traitement. Comme moi. D'accord, ai-je dit. Ma voix était plate. Laisse-la là. Et rappelle-toi, a-t-elle ajouté en me pointant du doigt d'un geste accusateur. N'ose même pas monter à la maison. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, utilise celle du jardin. On ne veut pas d'accident visuel. Elle a tourné les talons et elle est sortie, en laissant derrière elle une nouvelle trace de ce parfum cher. J'ai regardé la chaise cassée, j'ai regardé mes outils et, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti seulement de la tristesse. J'ai ressenti un déclic, comme quand une pièce de bois s'emboîte parfaitement à sa place après des heures de travail. Ce n'était pas encore de la colère. C'était de la clarté. J'ai pris la chaise Chipendale avec un calme qui m'a fait peur à moi-même. C'était une belle pièce,
même si elle avait été maltraitée par l'ignorance de ma famille. Je l'ai examinée sous la lumière crue de la lampe de travail. Le pied arrière était fissuré, une fracture laide causée par des années à se balancer dessus, sûrement par mon père pendant qu'il racontait ses grandes idées qui n'aboutissaient jamais à rien. « Fais ta magie », avait dit Mireia. La magie prend du temps. La magie demande du respect. Il voulait un miracle instantané et bon marché, comme tout ce qu'il voulait dans la vie. Le statut sans l'effort, l'argent sans le travail, le respect sans la dignité. J'ai mis mes lunettes de protection et j'ai allumé la scie à ruban, mais je me suis arrêté. Le bourdonnement du moteur a rempli l'espace une seconde, puis s'est éteint. Non, je n'allais pas faire une réparation bâclée, mon orgueil professionnel ne me le permettait pas, même si c'était pour eux. J'ai cherché un morceau de noyer que je gardais pour une occasion spéciale. Ça allait être une greffe structurelle. Elle serait invisible, solide, parfaite, pas parce qu'il le méritait, mais parce que la chaise n'avait pas la faute d'avoir des propriétaires si stupides, et parce qu'au fond de moi, je savais que ce serait la dernière réparation que je ferais pour cette maison. Pendant que je travaillais, le bruit des préparatifs dehors passait à travers les murs fins du garage. J'ai entendu le camion du traiteur arriver. Maman criait des ordres au serveur. Attention avec la vaisselle en talavra. C'est un héritage de ma grand-mère, hurlait-elle. Mensonge. C'est moi qui avais acheté cette vaisselle dans une vente aux enchères à Publa il y a 2 ans. Mettez le champagne dans la glace, mais que l'étiquette soit bien visible, ordonnait papa. Je me suis concentré sur le bois. L'odeur du noyer coupé remplissait mes narines, calmant mon rythme cardiaque. Mes mains bougeaient par habitude, en nettoyant l'éclat, en préparant la surface, en appliquant la colle à bois haute résistance. J'ai serré la pièce avec soin dans les presses. Soudain, mon téléphone a vibré sur le banc de travail. C'était un message de Don Efrain, mon mentor et un de mes meilleurs clients. Maestra Paloma, j'espère ne pas vous déranger. Le collectionneur dont je vous ai parlé, le jeune architecte qui restaure l'hacienda au centre, insiste toujours pour rencontrer le mystérieux PV. Je lui ai dit que vous étiez très réservé, mais il dit qu'il a besoin de quelqu'un qui comprenne le bois natif. C'est un gros contrat, ma fille. Réfléchis-y. J'ai souri avec amertume. Dans le monde extérieur, les gens me cherchaient. Ils m'appelaient maîtresse. Ici, à 10 mètres, on m'envoyait aux toilettes du jardin comme un chien. J'ai tapé une réponse rapide. Merci, Don Efrain. Je vais y penser. En ce moment, je suis coincé dans une histoire de famille un peu compliquée. J'ai fini la chaise. Elle était solide comme un rocher. Je l'ai nettoyée avec un chiffon microfibre, en enlevant toute trace de poussière, et je lui ai mis une couche rapide de cire d'abeille pour qu'elle brille. Elle avait l'air neuve. Juste au moment où j'enlevais les presses, la porte du garage s'est rouverte. Cette fois, ce n'était pas Mireia, c'était maman. Elle tenait un plateau dans les mains. Pendant une seconde stupide et naïve, j'ai cru qu'elle m'apportait quelque chose à manger. Peut-être qu'elle se sentait mal, peut-être qu'au fond, elle réalisait à quel point tout ça était horrible. « Ah tiens », a-t-elle dit en tendant le plateau. Il y avait dessus un sandwich au jambon, pain blanc, une tranche de jambon de dinde bon marché, sans mayonnaise, sans avocat, et un verre d'eau du robinet. Même pas une assiette de la nourriture du traiteur, ni un verre de vin, juste un sandwich sec. « Merci », ai-je dit sans le prendre. « La chaise », a-t-elle demandé, en ignorant mon ton. « Là, elle est prête. » Maman a hoché la tête en inspectant la chaise, sans la toucher, comme si elle avait peur de se salir. « Bien. Les serveurs viendront la chercher. Écoute, Paloma. Julien va arriver. Je veux que tu éteignes les grandes lumières de l'atelier. Si tu as besoin de travailler, utilise une petite lampe. On ne veut pas que la lumière attire l'attention par ici. Cet endroit a l'air industriel, moche. C'est un atelier, maman. C'est normal que ça soit industriel. C'est une verrue dans le jardin, m'a-t-elle corrigé. S'il te plaît, si tu écoutes de la musique, mets un casque. Pas de Terranchera, ni cette musique de banda. On veut une ambiance douce, classe, Paloma. Classe. Compris. Obscurité et silence comme une tombe. Elle m'a regardé avec les yeux plissés, sentant le sarcasme, mais elle n'avait pas le temps de se battre. Fais-le pour ta sœur. Une fois qu'elle sera mariée avec Julien, on sera tous mieux. Même toi,
tu pourras arrêter de travailler dans ce truc sale, et peut-être, je ne sais pas, suivre un cours de secrétaire ou quelque chose de plus féminin. Elle s'est retournée et est partie, emportant la chaise et me laissant avec le sandwich triste et ses mots plantés dans ma poitrine comme des échardes infectées. Quelque chose de plus féminin. Je me suis regardé dans le reflet d'une vitre sombre. Cheveux attachés, visage sans maquillage, bras forts. Moi, j'aimais ce que je voyais. J'aimais ma force. J'aimais savoir que je pouvais construire une table, une maison, une vie avec mes propres mains. J'ai éteint les lumières principales comme on me l'avait ordonné. L'atelier est resté dans la pénombre, seulement éclairé par une lampe de bureau sur mon établi et la lumière de la lune qui entrait par les grandes fenêtres. Je me suis assise dans le noir en mangeant le sandwich sec. Il avait un goût de cendre, mais pendant que je mâchais, j'ai pris une décision. Je n'allais pas pleurer. J'allais finir mon chef-d'œuvre. Au fond de l'atelier, couvert par une bâche en toile, se trouvait la pièce sur laquelle je travaillais depuis 6 mois. Un retable sculpté en cèdre, une interprétation moderne de l'arbre de vie. C'était la meilleure chose que j'avais jamais faite. J'allais l'envoyer à un concours national la semaine suivante. Je me suis approché et j'ai retiré la bâche. À la lumière faible, le bois semblait respirer. J'ai pris ma gouge préférée. Si on allait m'enfermer ici, au moins je passerais la nuit avec quelque chose qui en valait la peine. Depuis mon exil dans l'atelier, la fête n'était qu'une série de sons étouffés et d'ombres projetées. La musique douce, comme maman l'avait exigé, flottait dans l'air de la nuit, mélangée au chant des grillons. J'entendais des rires forcés, le tintement des couverts sur la porcelaine fine, et de temps en temps, la voix tonitruante de mon père racontant une anecdote exagérée sur ses prétendus projets immobiliers. Moi, je connaissais la vérité derrière chaque rire. Je savais que le vin qu'il buvait était une cuvée spéciale que j'avais achetée pour l'anniversaire de Don Ephraim et que mon père avait, emprunté, de ma petite cave personnelle. Je savais que les canapés de saumon fumé avaient été payés avec l'argent que j'avais transféré pour la taxe foncière la semaine passée. C'était une pièce de théâtre financée par le membre de la distribution qu'on n'autorisait pas à monter sur scène. Je me suis concentré sur mon travail. Le bois de cèdre cédait sous le fil de mon outil, libérant ce parfum envoûtant qui m'apaisait toujours. Je sculptais les racines de l'arbre, en les mêlant à des figures d'animaux et à des formes géométriques préhispaniques. C'était un travail de patience, de respiration contrôlée. Inspiration, pousser la gouge, expiration, retirer le copeau. Soudain, la porte latérale de l'atelier s'est ouverte en silence. Je me suis tendu, en m'attendant à voir Mireia venir me gronder pour le bruit, alors que je respirais à peine. Mais c'était ma tante Rosalva. Elle est entrée la tête baissée, enveloppée dans son châle gris, portant une assiette couverte d'une serviette en tissu. Rosalva n'était pas ma tante de sang, c'était la cousine éloignée de ma mère qui était venue aider il y a 30 ans et qui était restée comme gouvernante non payée. C'était la seule vraie mère que j'avais connue. Ma fille, a-t-elle chuchoté en refermant la porte avec soin. Je t'ai apporté quelque chose de vrai. Ce sandwich que ta mère t'a donné, c'est une insulte. Elle a découvert l'assiette sur mon établi, en déplaçant doucement un ciseau. Il y avait du mole poblano avec du riz rouge et des tortillas faites à la main, toutes chaudes. L'odeur de chocolat et de piment a fait grogner mon estomac. Merci, tante, ai-je dit en sentant mes yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas à cause de la faim, mais à cause de sa bonté. Mange vite, ma fille. Ils sont tous distraits avec le fiancé. Rosalva s'est signée. Ce garçon, Julien, a l'air gentil. Trop gentil pour cette vipère de ta sœur, pardonne-moi l'expression. Comment ça se passe là-dedans? Du pur théâtre, a-t-elle soufflé en s'asseyant sur un tabouret. Ta mère est folle de joie. Elle dit à la belle-mère que toi tu es en Europe, en train d'étudier la restauration d'art à Florence. J'ai éclaté de rire, un rire sec, en m'étouffant presque avec le mol. À Florence. Je suis à 50 mètres, couverte de poussière. Eh oui. Et ton père dit qu'il a personnellement supervisé la restauration de la maison, qu'il a choisi les bois et les finitions. Qu'il vienne me voir. Cet homme ne sait même pas faire la différence entre un clou et une vis. J'ai mangé avec rage et gratitude. Rosalva m'a caressé les cheveux, en enlevant un copeau de bois de mon front. Tu as des mains en or, Paloma. Un jour, quelqu'un verra ça. Ne les laisse pas éteindre ta lumière. Je suis fatigué, tante. Je ne sais plus combien de temps je peux supporter ça. Ils m'ont effacé.
Littéralement, ils m'ont effacé de la famille ce soir. Parfois, ma fille, quand on t'efface d'un endroit, c'est un cadeau. Ça te donne l'occasion de te réécrire ailleurs. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu des voix s'approcher par le jardin. Des pas sur le gravier. Rosalva s'est tendue. C'est le fiancé, a-t-elle murmuré, paniquée. Il vient par ici. Il a dit qu'il voulait fumer une cigarette ou prendre l'air. Ta mère a essayé de l'arrêter, mais il a insisté. Cache-toi. Non, attends. Ne te cache pas. Oh mon Dieu. Va-t'en, tante. Qu'il ne te voie pas ici avec moi, sinon maman va te crier dessus. Rosalva m'a donné un baiser rapide sur le front et a filé par la porte arrière de l'atelier vers la buanderie. Je suis resté seul. Mon cœur battait fort contre mes côtes. J'ai entendu les pas s'arrêter juste devant la porte principale du garage. Il y a eu un moment de silence. J'ai vu l'ombre de quelqu'un sous l'embrasure, projetée par les lumières du jardin. Je pouvais éteindre la lampe de bureau et rester dans le noir total. Je pouvais faire semblant de ne pas être là. Je pouvais continuer à être le fantôme. Mais alors, je me suis rappelé les mots de ma mère. Ta présence rabaisse notre image. Je me suis rappelé le sandwich sec. Je me suis rappelé le prix qu'ils utilisaient comme cale-porte. Et je n'ai pas éteint la lumière. Je suis resté là, debout, devant mon chef-d'œuvre, avec la gouge à la main, respirant l'odeur du cèdre et du mol. S'il entrait, il entrerait. S'il me voyait, il me verrait. J'étais Paloma Vega et c'était mon atelier. La poignée de la porte a tourné lentement. La porte en métal, que j'avais graissée la semaine précédente, s'est ouverte sans un seul grincement. Et il était là, Julian, le fiancé parfait. Il portait un costume bleu marine impeccable, mais sans cravate, la chemise ouverte au col comme s'il étouffait. Il tenait un verre de vin à la main et une expression de soulagement sur le visage en échappant à l'ambiance étouffante de la maison. Il a fait un pas à l'intérieur, en s'attendant sûrement à trouver un débarras, un garage vide pour fumer tranquille. Mais quand il a levé les yeux et m'a vu, debout sous le cône de lumière jaune, entouré de copeaux de bois et d'outils brillants, il s'est arrêté net. Ses yeux ne se sont pas posés sur mes vêtements sales ni sur mes cheveux en désordre. Ses yeux se sont plantés sur le retable derrière moi. Et sa bouche s'est ouverte légèrement. Le silence s'est tendu, électrique, entre le monde du manoir et le monde de l'atelier. Julian est resté immobile sur le seuil, clignant des yeux comme s'il se réveillait d'un rêve ennuyeux pour se retrouver dans une réalité vibrante. Le verre de vin pendait dangereusement de ses doigts détendus. Moi, je ne bougeais pas. J'ai serré le manche de ma gouge comme si c'était une arme. Je m'attendais au rejet. Je m'attendais à voir la grimace de dégoût que j'avais déjà vue tant de fois sur le visage de Mireia. Je m'attendais à ce qu'ils disent. Oh, pardon, je cherchais les toilettes. Oh, tu es la femme de ménage. Mais il a fait un pas de plus, entrant complètement sur mon territoire. La porte s'est fermée doucement derrière lui, en étouffant le jazz et les rires faux de l'extérieur. Oh mon Dieu, a-t-il chuchoté. Ce n'était pas un chuchotement de peur, c'était de la révérence. Il a marché lentement vers moi ou plutôt vers le retable. Il est passé à côté de moi comme si j'étais une statue, les yeux fixés sur les textures du bois sculpté. Il a posé le verre de vin sur un banc sans le regarder et a tendu la main, hésitant. Je peux, a demandé sa voix grave. Je ne savais pas quoi dire, j'ai seulement hoché la tête légèrement. Julian a touché le bois. Il ne l'a pas touché comme les gens normaux qui passent juste la main rapidement. Il l'a touché comme un aveugle qui lit le braille ou comme un musicien qui caresse un instrument. Ses doigts longs et fins ont parcouru les veines du cèdre, en sentant la profondeur des coups, la douceur du ponçage, la complexité des racines entremêlées que j'avais perfectionnées pendant des centaines d'heures. C'est incroyable, a-t-il murmuré en se tournant enfin vers moi. Ses yeux étaient d'un brun intense, intelligent et, à ce moment-là, totalement désarmé. La manière dont tu as utilisé le fil du bois, la façon dont tu as utilisé les nœuds naturels pour faire les yeux du jaguar. Qui a fait ça? J'ai avalé ma salive. Ma gorge était sèche. C'est moi, ai-je dit. Ma voix paraissait petite, ridicule comparée à l'ampleur de son admiration. Julian m'a regardé de haut en bas. Cette fois, il a vu la combinaison tachée, les bottes usées, la sueur sur mes cils, mais son expression n'a pas changé pour du dégoût. Au contraire, il avait l'air d'assembler les pièces d'un puzzle.
Il a regardé mes mains, puis l'outil que je tenais. À toi, a-t-il dit en reculant d'un pas, comme s'il venait de se rendre compte avec qui il parlait. Ah, attends, ce style, cette technique d'incrustation fantôme dans les coins. Il s'est approché d'une petite table basse terminée dans un coin, prête à être envoyée à un client. Il s'est baissé et a cherché quelque chose dessous. Je savais ce qu'il cherchait. Il a trouvé la marque. Ma marque. 2 petites lettres brûlées dans le bois avec un fer, si petites qu'elles ressemblaient à un défaut naturel si on ne savait pas où regarder, PV. Julien s'est relevé lentement, les yeux grands ouverts. Le PV, a-t-il soufflé. Le Paloma Vega. J'ai senti un frisson parcourir mon dos. Ah, comment tu connais mon nom complet, ai-je demandé en reculant d'un pas. Personne, en dehors de mes factures et mes contrats, ne connaissait la signification de ces initiales. Pour le monde de l'art, j'étais un mystère. Ah, comment je ne le connaîtrais pas, Julien s'est passé une main dans les cheveux, en riant nerveusement. Ça fait 2 ans que je cherche la personne derrière ces initiales. Ma grand-mère a une commode restaurée par toi. Mon père a acheté une de tes sculptures dans une vente aux enchères à San Miguel l'an dernier. On a demandé dans toutes les galeries, mais personne ne voulait nous donner ton contact direct. Il disait que l'artiste était un ermite qui déteste la publicité. Je ne suis pas une ermite, ai-je dit en sentant un mélange bizarre de fierté et de honte. Je suis la sœur de Mireia. Le sourire de Julien s'est figé. Quoi? Je suis la sœur de Mireia, celle qui n'a pas été invitée au dîner, celle qui est supposément à Florence. Le visage de Julien est passé de la fascination à la confusion, puis à quelque chose de plus sombre. Il a regardé la porte fermée, vers la grande maison, où sa fiancée et ses futurs beaux-parents buvaient et mentaient. Le Mireia m'a dit que sa sœur étudiait à l'étranger. Elle m'a dit que... Il s'est arrêté, en traitant les informations. Ah, attends, ta mère m'a dit de ne pas entrer ici parce que c'était le débarras, que c'était sale. Il a regardé autour de l'atelier. Il a vu l'ordre, la propreté méticuleuse des outils, la beauté des œuvres en cours. Ils m'ont menti, a-t-il dit, plus pour lui que pour moi. Ils m'ont menti toute la soirée. Ils pensent que c'est sale, ai-je dit en levant mes mains tachées. Ils pensent que ce que je fais, c'est un travail de manœuvre. Ils ne voulaient pas que tu me vois comme ça. Ils ont dit que je te donnerais une mauvaise impression, que je rabaisserais leur image. Julien m'a regardé dans les yeux et j'ai vu une intensité qui m'a fait trembler les genoux. Tu plaisantes? Il s'est approché de moi, en ignorant complètement la poussière qui pouvait tacher son costume de designer. Paloma, c'est de l'art. C'est de la maîtrise. Dans ma famille, on valorise ça plus que n'importe quel diplôme ou nom de famille. Mon grand-père était charpentier avant d'être architecte. Il m'a appris à respecter toute personne qui sait parler avec le bois. Il a pris ma main droite, la main avec le gros cal sur la paume, la main avec l'ongle du pouce violet à cause d'un coup de marteau la semaine dernière. Il ne l'a pas lâché. Tu as des mains de créatrice, a-t-il dit doucement. Ce sont les mains les plus honnêtes que j'ai vues de toute la soirée. À ce moment-là, le temps s'est arrêté. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait vraiment. Il ne voyait pas la fille qui réparait tout, ni la fille décevante, ni l'ombre de Mireia. Il voyait Paloma. Mais la bulle magique était sur le point d'exploser. Nous avons entendu des voix aiguës dehors, des talons qui frappaient nerveusement le béton de la cour. Julien. Julien, où tu t'es caché? C'était Mireia, et elle avait l'air furieuse. Julien n'a pas lâché ma main. Il s'est tourné vers la porte juste au moment où elle s'ouvrait brusquement, révélant ma sœur, ma mère et mon père, tous avec des visages de panique et de rage contenus. La photo de famille parfaite était sur le point d'être révélée, mais pas avec les couleurs qu'ils attendaient. L'entrée de ma famille dans l'atelier a été comme une invasion barbare dans un temple. Mireia est entrée la première, manquant presque de trébucher sur ses propres talons en voyant la scène, son fiancé millionnaire tenant la main sale de sa sœur invisible au milieu d'un garage plein de sueur. Julien, a crié Mireia, sa voix perdant toute la douceur artificielle qu'elle avait gardée pendant le dîner. Qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché partout. Maman est entrée derrière elle et, en nous voyant, son visage s'est transformé en grimace d'horreur pure. Pas une horreur parce qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais une horreur esthétique. Lâche-la, a crié maman, comme si j'avais une maladie contagieuse. Julien, pour l'amour de Dieu, tu vas salir ton costume. Cette fille est pleine de graisse et de crasse.
Julien a lâché ma main lentement, pas par obéissance, mais avec un calme volontaire. Il s'est redressé, prenant une posture que je ne lui avais jamais vue, rigide, autoritaire. Ce n'était plus le fiancé gentil, c'était le fils d'une dynastie puissante. J'étais en train d'admirer le travail de Paloma, a dit Julien, sa voix froide coupant l'air hystérique de la pièce. Là elle me montrait ses sculptures. Papa, qui venait d'entrer en soufflant dû au fait d'avoir marché vite, a lâché un rire nerveux et méprisant. Des sculptures, s'il te plaît, Julien. Papa a agité la main vers mes œuvres comme si c'était des déchets. Ce sont des bricolages, des choses qu'elle fait pour s'amuser. Paloma est, tu sais, elle est un peu lente pour les études, alors on la laisse jouer ici avec ses petits bouts de bois pour qu'elle se sente utile. J'ai senti comme si on m'avait donné une claque lente. Jouer, papa. J'ai essayé de protester, mais Mireia m'a coupé, en se mettant entre Julien et moi, en me bloquant physiquement de sa vue. Julien, mon amour, ne l'écoute pas, a dit Mireia, en attrapant le bras de Julien et en essayant de le tirer vers la sortie. Paloma, c'est celle qui fait les réparations. C'est, en gros, la concierge de la maison. Parfois, elle s'invente des histoires parce que, bon, elle est jalouse de nous. Tu sais comment est le personnel de service quand il veut attirer l'attention. Le personnel de service. Le monde a basculé sous mes pieds. Ma propre sœur venait de me traiter de domestique devant l'homme avec qui elle allait se marier. Et le pire, c'était de voir mes parents hocher la tête. Ils confirmaient le mensonge. Ils réécrivaient mon identité en direct pour sauver leur histoire. Julien ne bougeait pas. Il s'est doucement dégagé de la main de Mireia et a fait un pas de côté pour pouvoir me voir à nouveau. Le concierge, a demandé Julien, en les regardant avec une incrédulité proche du dégoût. Vous pensez que la personne qui a sculpté ce retable est une concierge? Il a montré mon œuvre. Ah, ça, elle l'a acheté dans un marché d'artisanat bon marché, a menti maman rapidement, avec un sourire tendu. Paloma n'a pas de talent artistique, la pauvre. Elle a hérité des mains maladroites de son grand-père paternel. Allons-y, Julien. On a débouché un vin spécial et mon mari veut porter un toast à l'union de nos noms de famille. L'union de nos noms de famille. Julien a laissé échapper un rire sec, sans humour. Madame Vega, avec tout le respect, je viens juste de découvrir que votre fille aînée est PV, une des artistes les plus recherchées dans le cercle de collectionneurs de la ville. Et vous la cachez ici comme si elle était une honte. Le silence qui a suivi a été total. Maman a cligné des yeux, confuse. Papa a froncé les sourcils en essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Mireia est devenue pâle sous son maquillage parfait. Le PV, a demandé Mireia d'une voix très faible. De quoi tu parles? Ce sont des bêtises. Paloma fait juste des chaises et des tables. Paloma restaure des antiquités qui valent plus cher que ta voiture, Mireia, ai-je dit. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je ne puisse les retenir. Ma voix tremblait, mais elle était là. Ce retable, je ne l'ai pas acheté dans un marché. Je le sculpte depuis 6 mois. Pendant que toi tu essayais des robes et que maman organisait des fêtes, moi j'étais ici en train de créer. Papa a fait un pas menaçant vers moi. Tais-toi, Paloma. Ne viens pas nous faire honte avec tes mensonges devant les invités. Excuse-toi tout de suite. Non, a dit Julien. Un seul mot, mais avec le poids d'un marteau qui frappe un clou. Julien s'est tourné vers mes parents. Personne ne va s'excuser. En fait, je crois que j'ai assez vu. J'ai vu comment vous traitez la personne la plus talentueuse de cette maison. J'ai entendu comment vous parlez d'elle. Julien, chéri, tu exagères, a gémi Mireia, avec des larmes au bord des yeux. C'est juste une dynamique familiale. Tu ne comprends pas. Elle est difficile, elle? Elle est la seule chose authentique que j'ai trouvée dans cette maison, l'a interrompu Julien. Il m'a regardé une dernière fois avec un mélange de tristesse et d'admiration. Paloma, ce fut un honneur de te rencontrer. Vraiment. Puis il a regardé Mireia. Je crois que j'ai besoin de partir. Je ne peux pas faire ça ce soir. L'air ici est trop toxique. Julien est sorti de l'atelier, ses pas fermes résonnant sur le gravier. Mireia a poussé un cri étranglé et a couru derrière lui. Julien, attends. Tu ne peux pas partir. La demande. Mes parents sont restés là à me regarder. La honte dans leur visage s'est transformée très vite en rage pure.
Ils avaient perdu le contrôle. Le scénario était cassé, et dans leur tête tordue, c'était entièrement ma faute. Tu es contente, a sifflé maman en s'approchant de moi, les yeux injectés de sang. Tu es heureuse, ingrate? Tu as tout gâché. Tout. J'étais juste en train de travailler, maman, ai-je dit, en sentant les larmes enfin déborder. C'est vous qui êtes entrée. Va te faire voir, a grogné papa, et pour la première fois, j'ai vu une vraie haine dans ses yeux. Demain, on va avoir une conversation très sérieuse sur ta place dans cette maison. Très sérieuse. Ils sont sortis en courant après Mireia et Julien, me laissant seul dans l'atelier. Mais cette fois, la solitude ne me semblait pas vide, elle me semblait propre. La nuit est tombée lourdement sur la grande maison. Après le scandale, le silence était funèbre, mais pas paisible. C'était le genre de calme qui vient juste avant un ouragan. J'ai entendu le moteur de la voiture de sport de Julien s'éloigner à toute vitesse, suivi des cris hystériques de Mireia dans le jardin et des portes qui claquaient dans la maison. Personne n'est venu me voir, personne n'est venu me crier dessus davantage. Ils m'ont laissé dans l'atelier comme un vieux meuble qui ne sert plus. J'ai fermé la porte à double tour. Pour la première fois, j'ai eu peur physiquement de ma propre famille. Mais sous la peur, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de dur et froid comme l'acier trempé. Je me suis assise devant mon ordinateur portable sur le bureau plein de poussière. Mes mains tremblaient encore un peu, mais mes doigts bougeaient avec détermination sur le clavier. J'ai ouvert l'application de ma banque. Le solde était là. Un chiffre confortable, fruit d'années de travail dur, de nuits blanches et de contrats avec des clients qui, eux, me valorisaient. Et là aussi, il y avait les sensus, les virements programmés. Hypothèque de la maison, programmée pour demain. Assurance santé de papa, programmée pour le 15. Carte de crédit supplémentaire de Mireia, paiement minimum automatique. J'ai regardé ces lignes. Pendant des années, je m'étais dit que c'était mon devoir, que la famille passait avant tout, que si moi je réussissais, je devais partager, que j'achetais leur amour ou au moins leur tolérance. Mais ce soir, Julien avait dit la vérité à haute voix. Ils m'ont menti toute la soirée. Ils ne lui avaient pas menti qu'à lui, ils m'avaient menti à moi. Ils m'avaient fait croire que je leur devais la vie, alors qu'en réalité, c'est eux qui devaient leur style de vie à moi. Ils m'ont appelé domestique. Ils m'ont caché. Ils ont eu honte des mêmes mains qui mettaient la nourriture sur leur table et le toit sur leur tête. C'est fini, ai-je dit tout haut. Ma voix m'a paru étrange dans l'atelier vide. J'ai cliqué sur « Annuler ». Virement récurrent, hypothèque. Confirmé. J'ai senti un vertige. Si je ne payais pas, la banque commencerait à appeler dans 5 jours. Dans 3 mois, elle lancerait la procédure de saisie. La grande maison, la fierté de maman, serait perdue. J'ai cliqué encore. Annuler la carte supplémentaire. Déclarer la carte comme perdue. Bloquer la carte. Mireia allait avoir une mauvaise surprise la prochaine fois qu'elle essaierait d'acheter un latte à $100. J'ai continué de cliquer, en coupant un par un les fils financiers qui me reliaient à eux. Électricité, eau, gaz, internet, télévision câblée. Tout était à mon nom ou payé depuis mon compte. J'ai tout annulé ou changé les mots de passe. Quand j'ai eu fini, je me suis senti légère, comme si j'avais enlevé un gilet de plomb. Je me suis levé et j'ai commencé à faire mon sac. Pas de vêtements, ça ne m'intéressait pas. J'ai emballé mes outils, mes gouges allemandes, mes rabots japonais, le jeu de ciseaux que mon grand-père m'avait offert avant de mourir. J'ai enveloppé chaque outil dans du cuir avec un soin presque maternel. J'ai mis mon ordinateur portable, mon disque dur avec les dessins, et bien sûr, le cahier marron. Ce cahier était ma police d'assurance, mes preuves. J'ai passé la nuit éveillée, assise sur ma chaise de travail, en regardant la lune se déplacer derrière les grandes fenêtres. Je ne suis pas monté dormir à la maison. Je ne voulais pas respirer le même air qu'eux. À l'aube, le téléphone a vibré. Un message de Julien. Je n'ai pas pu dormir. Ce que j'ai vu hier, je n'arrête pas d'y penser, à ton travail et à la façon dont ils t'ont traité. J'ai besoin de te parler. Je viens vers toi. Puis un autre message 1 minute après. Et j'amène quelqu'un, le conservateur du musée d'art moderne Soumaya. Il veut voir le retable. S'il te plaît, ne nous ferme pas la porte. J'ai souri. Une sourire fatigué, mais réel. Je ne vais pas fermer la porte, Julien, ai-je murmuré.
Je vais la faire voler en éclats. Je me suis levé, je me suis lavé le visage dans le petit évier de l'atelier et j'ai mis une combinaison propre. Je me suis fait une queue de cheval haute. Je me suis regardé dans le miroir taché. J'avais des cernes, oui, pas de maquillage, mais mes yeux brillaient d'une détermination féroce. J'ai entendu des bruits dans la maison principale, des pas lourds, des voix élevées. Ils arrivaient. La conversation sérieuse que papa avait promise. Je me suis assise sur mon banc, j'ai croisé les bras et j'ai attendu. Je n'étais plus la fille qui se cachait. Aujourd'hui, j'étais la propriétaire du cirque, et les clowns allaient découvrir que leur contrat était terminé. La porte de l'atelier s'est ouverte d'un coup, sans frapper. Les trois sont entrés. Papa avec le visage rouge et les yeux gonflés. Maman, avec sa robe de chambre en soie, mais les cheveux en désordre, sans son élégance habituelle. Et Mireia, les yeux bouffis, le mascara coulé de la nuit précédente. Bon, on doit parler, jeune fille, a tonné papa. Oui, ai-je dit en tournant ma chaise pour leur faire face. Je ne me suis pas levé. Je les ai regardés depuis mon trône en bois. Bon, on doit parler. L'air dans l'atelier était tellement chargé de tension qu'une étincelle aurait pu le faire exploser. Mon père a avancé jusqu'à être à 1 mètre de moi, envahissant mon espace personnel avec cette autorité physique qu'il avait toujours utilisée pour m'intimider. « Tu as une idée de ce que tu as fait hier soir » a-t-il rugi, sa voix résonnant sur les murs en béton. Julien est parti. Il est parti sans fixer de date pour la cérémonie. Son père m'a appelé ce matin, l'architecte Valadar, en demandant quel genre de spectacle on avait offert à son fils. Ce n'était pas un spectacle, papa, c'était la réalité, ai-je répondu, en gardant ma voix basse et contrôlée. Ça les a encore plus énervés. La réalité, c'est ce que nous disons que c'est, a crié maman en agitant les mains. On avait un plan. Mireia allait assurer l'avenir de cette famille, et toi, avec ton égoïsme, avec ton besoin d'attention, tu as dû sortir de ton trou et tout détruire. Je ne suis pas sorti, je leur ai rappelé. C'est vous qui êtes entrés. C'est Julien qui est entré. Mireia a fait un pas en avant. Elle avait l'air pitoyable, mais son venin était intact. Il est entré parce que tu l'as attiré, sorcière. Je suis sûr que tu as fait exprès du bruit ou laissé la lumière allumée. Tu savais qu'il a une faiblesse pour ces vieilles choses sales que tu aimes. Tu l'as fait pour me humilier. Tu es jalouse parce que j'allais me marier avec un millionnaire et que toi, tu allais rester seul dans ce garage à sentir le white spirit le reste de ta vie triste. Le Mireia a raison, est intervenu papa, en reprenant sa pose de patriarche offensé. Mais on peut encore arranger ça. On peut encore sauver la situation. Là venait le twist. Il y avait toujours un twist. J'ai réfléchi, a continué papa, en lissant sa moustache. Julien était impressionné par ça. Il a fait un geste vague vers mes outils et mon bois. Et clairement, il a des goûts bizarres. On peut utiliser ça. Utiliser ça, ai-je demandé en levant un sourcil. Oui. Tu vas lui faire un cadeau d'excuse. Julien a parlé d'un meuble, une cave à vin ancienne qu'il voulait pour son bureau. Tu vas la construire, la meilleure que tu aies jamais faite. On utilisera les meilleurs bois et on la lui apportera nous-mêmes comme offrande de paix. On lui dira que c'était ton idée, que tu te sens très mal pour avoir interrompu, que tu veux, je ne sais pas, contribuer à son nouveau foyer avec Mireia. Je suis resté bouche bée. Le culot était incroyable. Vous voulez que je lui offre un meuble? Vous savez combien je demande pour une cave à vin personnalisée? Minimum 80 000 $ juste pour la main-d'œuvre. Mais tu ne vas rien demander, a hurlé maman. C'est ta sœur. C'est pour la famille. En plus, on a besoin de liquidités. La fête d'hier a coûté une fortune et la compte pour la salle de mariage se termine lundi. On a besoin que tu nous transfères 50 000 $ aujourd'hui pour couvrir les frais et les dommages que tu as causés. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un rire sec, dur, est sorti de ma gorge. De quoi tu te moques, idiote, a crié Mireia, en s'avançant comme si elle allait me griffer. Je me moque parce que vous êtes délirant, ai-je dit en me levant. Cette fois, je les regardais à ma pleine hauteur. Je ne vais pas faire de cave à vin. Je ne vais pas m'excuser, et je ne vais certainement pas vous transférer un seul dollar de plus. Papa est devenu violet. Qu'est-ce que tu as dit? Pour qui tu te prends pour nous dire non? Tu vis sous MON toi, tu manges ma nourriture, tu...
Tonne-toi. Je suis allé vers le bureau et j'ai pris le cahier marron. Je l'ai lancé sur l'établi avec un bruit sec. Papa, ce toit serait déjà tombé depuis 5 ans si je n'avais pas payé l'étanchéité. Cette nourriture, c'est moi qui l'ai payée. La lumière qui nous éclaire là, je l'ai payée. L'hypothèque de cette maison, c'est moi qui la paye depuis que tu as été forcé à la retraite en 2018. Maman est devenue livide. Toi, tu tiens le compte, a-t-elle murmuré en regardant le cahier avec horreur. Je tiens le compte de chaque centime, de chaque insulte, de chaque fois où vous m'avez appelé utile, mais jamais fille. Et hier soir, quand vous avez dit à Julien que j'étais la concierge, vous avez cassé le contrat. Tu es une ingrate, a craché papa. Il a levé la main, prêt à me gifler. C'était un geste que je connaissais depuis l'enfance, la menace physique pour imposer le respect. Mais cette fois, je ne me suis pas recroquevillé. J'ai saisi un maillet en bois lourd sur l'établi. Je ne l'ai pas levé pour frapper, je l'ai juste tenu. Un rappel que mes mains ne faisaient pas que créer, elles étaient aussi fortes. Papa s'est arrêté, surpris par ma résistance. Il a abaissé la main lentement, mais son regard était meurtrier. Si tu ne paies pas, tu dégages, a-t-il dit entre ses dents. Tu iras dehors sans rien. Cet atelier est à moi. Ces outils sont à moi parce qu'ils sont dans ma maison. Très bien, ai-je dit. Je m'en vais. Mais les outils viennent avec moi. J'ai les factures de chacun à mon nom. Et pour la maison, bonne chance pour payer la mensualité le mois prochain. J'ai annulé le virement hier soir. Tu n'as pas le droit, a crié Mireia. Ils vont nous prendre la maison. Julien va voir qu'on est pauvre. Ça, ce n'est plus mon problème, petite princesse. Bienvenue dans le monde réel. À cet instant précis, on a entendu le bruit de pneus sur le gravier dehors. Ce n'était pas une seule voiture, c'en étaient deux, et elles semblaient lourdes, chères. Mireia a couru vers la petite fenêtre de l'atelier. C'est Julien, a-t-elle crié en se recoiffant frénétiquement. Je le savais, je savais qu'il reviendrait, et il vient avec, oh mon Dieu, avec un autre monsieur dans une Mercedes. Maman s'est transformée immédiatement. La rage a disparu sous un masque de douceur écœurante. Vite, Rogelio, arrange ta chemise. Paloma, écoute-moi bien. Tu vas sortir là-bas, tu vas sourire et tu vas dire que tu es ravi de faire cette cave à vin gratuitement. Si tu le fais, on oubliera ta petite crise. Si tu ne le fais pas, je te jure que je brûle tout ce qu'il y a dans cet atelier. Elle m'a regardé avec une méchanceté qui m'a glacé le sang. Elle était sérieuse. Elle brûlerait mon travail, ma vie, juste par pure rancune. Mais alors, on a frappé à la porte de l'atelier. Pas à la porte de la maison, à celle de l'atelier. Maestra Vega. C'était la voix de Julien. Je peux entrer? J'ai amené le directeur du musée Soumaya. Il veut rencontrer le génie. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon père. J'ai vu la peur dans leurs yeux. Ils savaient que le jeu avait changé, mais ne savaient pas à quel point. J'ai souri, je suis allé vers la porte et j'ai posé la main sur la poignée. Entrez, ai-je crié, en ouvrant la porte en grand, en laissant la lumière du soleil inonder le coin sombre où on m'avait gardé prisonnière si longtemps. J'ai ouvert la porte. La lumière du matin est entrée comme une lance, coupant la pénombre poussiéreuse de mon atelier. Et avec elle, est entré Julien, mais il n'était pas seul. Derrière lui, marchant avec l'élégance de quelqu'un qui sait que son temps vaut plus que l'or, venait un homme plus âgé, barbe grise bien taillée et lunettes à monture épaisse. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était le docteur Augusto Montemayor. Ce n'était pas seulement le directeur du musée Soumaya, c'était une légende vivante dans le monde de l'art latino-américain, un homme qui pouvait faire ou défaire une carrière avec un simple geste de la main. Mon cœur a fait un bond. Mes parents, qui ressemblaient à des hyènes coincées une seconde avant, ont changé de peau aussitôt. La transformation a été tellement grotesque que ça m'a presque donné envie de vomir. Julien, mon chéri, s'est exclamé ma mère, en lissant sa robe de chambre en soie et en forçant un sourire qui montrait trop de dents. Quelle merveilleuse surprise! Et pardonnez mon apparence, nous n'attendions pas de visite si distinguée à cette heure. Maman a tendu la main vers le docteur Montemayor, en ignorant totalement que nous étions debout sur des copeaux de bois et qu'elle portait des pantoufles. Je suis Laetitia Vega, la mère de l'artiste, a-t-elle dit, en trébuchant sur le mot « artiste », comme si c'était un os coincé dans sa gorge. Et voici mon mari Rogelio.
Le docteur Montemayor leur a à peine accordé un regard. C'était un coup d'œil rapide, clinique, désintéressé. Il leur a serré la main brièvement, presque avec dédain, puis ses yeux ont dérivé. Pas vers moi, mais vers le bois, vers l'ambiance. Il a inspiré profondément, en fermant les yeux. Cèdre rouge, et je dirais cire de Carnauba, a-t-il murmuré avec une voix grave. Ça sent le vrai travail. Julien a fait un pas en avant pour se placer à mon côté. Son épaule a frôlé la mienne, un geste de solidarité que Mireia n'a pas manqué de remarquer, elle qui était dans un coin en se mordant la lèvre jusqu'au sang. Docteur Montemayor, voici Paloma Vega, la PV que nous cherchons depuis tout ce temps, a dit Julien. Le docteur Montemayor s'est tourné vers moi. Ses yeux, derrière les verres épais, se sont agrandis. Il m'a regardé de haut en bas, sans juger ma combinaison ni ma queue de cheval, mais en évaluant mes mains. Maestra Vega, a-t-il dit en inclinant la tête avec un respect que mes parents ne m'avaient jamais montré en 29 ans. C'est un honneur. Je suis la trace de vos restaurations depuis cette commode coloniale apparue à la vente aux enchères de Lopez Morton en 2021. La technique d'assemblage, de la pure vieille école. Je pensais que l'artisan avait 80 ans. J'ai senti mes joues rougir. J'ai appris de mon grand-père et des livres anciens qu'il a laissés, ai-je répondu, ma voix gagnant en force. Et le bois m'apprend le reste. On peut voir la pièce, a-t-il demandé, impatient. Bien sûr. Je les ai guidés vers le fond de l'atelier, où le retable de l'arbre de vie reposait sous la lumière du plafond. Mes parents et Mireia nous ont suivis comme des petits chiens, en essayant désespérément de faire partie de la conversation. C'est un hobby très sympa qu'a notre Paloma, a interrompu mon père, avec ce rire nerveux et fanfaron. On a toujours soutenu sa créativité. On lui a donné cet espace, bien sûr. Je lui ai toujours dit, ma fille, si tu vas faire de la sûre, fais-le avec style. Le docteur Montemayor s'est arrêté net. Il s'est tourné lentement vers mon père. Un hobby, a-t-il demandé, un sourcil levé. Monsieur Vega, vous appelez la chapelle Sixtine un gribouillage du week-end? Papa est resté muet, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Ce n'est pas un hobby, a continué le docteur en se tournant vers le retable. C'est de la maîtrise. Quand j'ai retiré totalement la bâche qui couvrait l'œuvre, un silence respectueux s'est installé. Même Mireia, dans son ignorance et sa jalousie, apparut momentanément frappée par la complexité de la sculpture. L'arbre n'était pas juste un arbre, c'était une histoire. Les racines se transformaient en mains, les branches en ailes, et au centre, un cœur anatomique sculpté en acajou rouge semblait battre visuellement grâce au jeu d'ombre. Le docteur Montemayor a sorti une loupe de joaillier de sa poche et s'est penché. Il a passé de longues minutes à examiner les détails minuscules. Pendant ce temps, ma mère s'est rapprochée de Julien, en chuchotant assez fort pour que je l'entende. Julien, chéri, tu ne préférerais pas qu'on aille au salon? Ici, il y a beaucoup de poussière, tu vas faire une allergie. On a du café tout juste préparé, importé de Veracruz. On peut laisser Paloma avec ce monsieur et nous, on parle tu sais, du mariage. Julien l'a regardé avec une froideur qui m'a donné des frissons de plaisir. Madame Laetitia, il n'y aura pas de mariage. Je pensais que c'était clair hier soir. Et je ne veux pas de café. Je veux voir l'histoire se faire. Maman a reculé comme s'il l'avait giflé. Mireia a laissé échapper un petit cri, mais Julien ne l'a même pas regardé. Le docteur Montemayor s'est redressé enfin, a rangé sa loupe et m'a fixé. Paloma, je serai direct. Le musée Soumaya prépare une exposition sur la renaissance de l'artisanat mexicain. Nous voulons cette pièce comme œuvre centrale. Et pas seulement ça, je veux te confier la restauration complète de la bibliothèque privée de la Fondation. On parle d'un contrat d'exclusivité de 2 ans. J'ai senti mes genoux trembler. Un contrat avec la Fondation, ça voulait dire la stabilité, le prestige, la liberté totale. De combien on parle, a demandé mon père, incapable de cacher son avidité. Ses yeux brillaient plus que le vernis frais. Le docteur Montemayor l'a ignoré et s'est adressé seulement à moi. Le contrat initial est de 3 millions de dollars, plus les honoraires pour l'acquisition de cette œuvre, disons 500 000 dollars pour commencer. 3 millions de dollars. Le chiffre flottait dans l'air, lourd et électrique. J'ai entendu maman halter. J'ai vu les yeux de Mireia s'agrandir. 3 millions. Ça payait l'hypothèque, les dettes de jeu de papa, les cartes de Mireia, et il en restait pour qu'ils vivent comme des rois un peu plus longtemps.
J'ai vu les rouages bouger dans leur tête. Ils ne me voyaient plus comme leur fille ni comme la domestique. Ils me voyaient comme un billet de loterie gagnant trouvé dans la poche d'un vieux pantalon. C'est merveilleux, a crié maman, en brisant toutes les règles de politesse et en m'enlaçant avec une force fausse, presque étouffante. Oh, ma fille talentueuse, je savais que tu y arriverais. Rogelio, tu as entendu? 3 millions. Je me suis dégagé de son étreinte d'un mouvement brusque. Un docteur Montemayor, ai-je dit, en gardant la voix ferme malgré la tornade intérieure. J'accepte, mais j'ai une condition. Ce que vous voulez, maestra. Le contrat doit être à mon nom légal, et le paiement doit être fait sur un nouveau compte que je vais fournir. Personne d'autre ne pourra avoir accès à ces fonds ni à la gestion de mon travail. Le sourire de maman s'est figé. Le visage de papa s'est assombri. Paloma, chérie, ne sois pas ridicule, est intervenu papa avec ce ton paternaliste qu'il utilisait pour me manipuler. Tu ne connais rien aux finances. C'est beaucoup d'argent. Ta mère et moi, on peut l'administrer pour toi, pour éviter qu'on t'arnaque. C'est pour ton bien. Oui, petite sœur, a ajouté Mireia, en essuyant ses fausses larmes et en voyant une occasion de se sauver. On est une famille. L'argent de l'un, c'est l'argent de tous, non? Comme ça a toujours été. J'ai regardé Julien. Il m'a souri et a hoché doucement la tête. Il savait que je pouvais le faire. Non, ai-je dit, en regardant mon père droit dans les yeux. Plus maintenant. L'argent de l'un, c'était l'argent de tous quand c'était mon argent qui payait vos dettes. Mais ça, c'est à moi. Le docteur Montemayor, remarquant la tension, a sorti une chemise en cuir de son porte-document. Bien, maestra Vega, j'ai besoin de votre signature sur cette lettre d'intention. Mes avocats rédigeront le contrat final cet après-midi. J'ai signé. Ma main ne tremblait pas. En écrivant, Paloma Vega, sur ce papier, j'ai eu l'impression de signer mon propre acte de naissance. J'étais enfin né. Le docteur Montemayor et Julien sont partis 1 heure plus tard. Julien m'a dit au revoir avec un baiser sur la joue qui a duré 1 seconde de plus que nécessaire, en me promettant de m'appeler le soir même pour célébrer. À ma famille, ils n'ont même pas dit au revoir. Ils les ont juste supportés jusqu'à ce qu'ils sortent par la porte. Au moment où la Mercedes noire a disparu dans la rue pavée, l'atmosphère dans l'atelier a changé brutalement. C'était comme si on avait fermé une vanne de pression et ouvert une vanne de poison. Ma mère a claqué la porte du garage avec un bruit qui a fait vibrer les outils sur les murs. Elle s'est tournée vers moi, et la mère fière d'il y a quelques minutes avait disparu. À sa place, il y avait la femme qui m'avait caché toute sa vie. « Mais tu es une égoïste stupide », a-t-elle sifflé en marchant vers moi, les poings serrés. « Comment tu oses nous humilier comme ça devant le docteur Montemayor ? Un nouveau compte. Personne d'autre n'a accès. Pour qui tu te prends ? Je me prends pour la propriétaire de mon travail, maman. Parce que je le suis. Mais tu n'es propriétaire de rien, a hurlé papa en frappant la table avec la paume de la main. Tu vis dans ma maison. Tu manges ma nourriture, tu utilises mon électricité pour tes bois. Cet argent nous revient de droit. Nous t'avons élevé. On t'a donné un toit quand personne n'aurait parié sur toi. Je vous ai payé ce toit 10 fois, ai-je répliqué, ma voix montant pour la première fois. Vous voulez revoir le cahier? Vous voulez qu'on fasse les comptes? J'ai payé plus de 2 millions de dollars ces 5 dernières années pour vos dettes, vos luxes et vos caprices. Ces 3 millions, c'est à peine un remboursement de ce que vous m'avez volé émotionnellement et financièrement. Mireia a attaqué, le visage déformé par la jalousie. Julien m'a quitté à cause de toi, a-t-elle hurlé, en attrapant un pot de vernis et en le lançant contre le mur. Le verre s'est brisé, éclaboussant un liquide sombre sur le sol en béton. Il était mon opportunité. Il allait nous sortir d'ici, et toi, avec ta tête de mouche morte et tes mains sales, tu l'as séduit avec tes sorcelleries de bois. Julien t'a quitté parce que tu es vide, Mireia. Il t'a quitté parce qu'il a vu qui tu es vraiment. Et je ne l'ai pas séduit. Je lui ai juste montré quelque chose de réel, quelque chose que tu n'as jamais eu. Tais-toi. Mireia s'est jetée sur moi, essayant d'attraper mes cheveux. Je l'ai esquivé facilement. Des années à porter du bois lourd et à utiliser des outils m'avaient donné des réflexes et de la force. Je l'ai poussée doucement, et elle est tombée sur un tas de sueur. Ne me touche pas, ai-je prévenu. Papa a avancé, rouge de colère.
Et écoute-moi bien, Paloma. Tu vas aller à la banque demain. Tu vas mettre ce compte à ton nom et au nôtre, à ta mère et à moi, comme co-titulaire, et tu vas aller voir Julien et lui dire que tout était un malentendu, que Mireia est l'amour de sa vie et que toi, tu es juste la sœur bizarre. Si tu ne le fais pas, si tu ne... Si je ne quoi, les je défiais. Papa a regardé autour de l'atelier. Ses yeux se sont posés sur les bidons de solvant, sur le white spirit, sur la montagne de bois sec. Un sourire cruel est apparu sur ses lèvres. Si tu ne le fais pas, cet atelier disparaît. Et ton précieux arbre de vie? Eh bien, le bois brûle très vite, non? Ce serait dommage qu'il y ait un court-circuit, un accident regrettable. Sans œuvre, pas de contrat. Sans contrat, tu n'es personne. Le froid m'a parcouru le dos. Ce n'était pas une menace en l'air. Je l'ai vu dans ses yeux. Il était tellement désespéré à l'idée de perdre sa maison et son statut qu'il était capable de détruire la seule chose qui pouvait les sauver, juste parce qu'il ne pouvait pas la contrôler. « Tu es en train de me menacer de brûler mon travail ?» ai-je demandé, choqué. « Je t'offre un choix » a-t-il dit en haussant les épaules. « Soit tu fais partie de cette famille, avec NOS règle et notre économie partagée, soit tu n'es rien. » Maman a hoché la tête, les bras croisés. « C'est pour ton bien, Paloma. Tu ne sais pas gérer autant d'argent. Tu vas te perdre. On va prendre soin de toi. Signe juste les papiers. » J'ai regardé les 3 personnes qui étaient censées m'aimer sans condition. J'ai vu un père raté, prêt à faire du chantage à sa fille. J'ai vu une mère vaniteuse, capable de justifier n'importe quelle cruauté pour un nouveau sac. J'ai vu une sœur qui préférait me voir détruite plutôt que me voir briller. À ce moment-là, le dernier fil a cassé. Pas le fil financier, que j'avais déjà coupé la veille, mais le fil émotionnel. L'espoir enfantin que si je faisais assez d'efforts, un jour ils m'aimeraient. Ils ne m'aimeraient jamais. Ils aimaient juste ce que je pouvais leur donner. Non, ai-je dit. C'était un murmure, mais il a sonné comme un coup de feu. Quoi, a aboyé papa. J'ai dit non. Je ne vais rien signer. Je ne vais pas vous donner un seul centime de plus. Et si vous touchez à la moindre écharpe de mon travail, je vous jure devant Dieu que je vous verrai en prison. J'ai des preuves de tout. J'ai le cahier, j'ai les reçus, et maintenant j'ai un avocat du musée Soumaya et la famille Valadar de mon côté. Vous croyez que Julien restera tranquille s'il apprend que sa famille a essayé de faire chanter l'artiste qu'il a découverte? La mention de la police et de Julien les a fait hésiter une seconde, mais la désespérance est une drogue puissante. Papa a attrapé un bidon de diluant. Ne me défie pas, fille. A-t-il grogné en dévissant le bouchon. L'odeur chimique a envahi l'air immédiatement. Tu n'auras pas le courage de dénoncer ton propre père. Il a commencé à arroser le liquide sur mon établi, dangereusement près du retable. Papa, non. Ai-je crié en me jetant en avant. Signe. A-t-il crié, les yeux fous, en sortant un briquet de sa poche. Le monde s'est ralenti. L'odeur du solvant, le petit clic du briquet, le visage terrifié de Mireia, le regard froid de maman. Je savais que je ne pourrais pas tout sauver. Si je me battais physiquement, le feu pouvait partir par accident et tout dévorer en quelques secondes, nous compris. Je devais prendre une décision impossible. J'ai regardé ma caisse à outils principale, mon ordinateur portable, le retable. D'accord. Ai-je crié en levant les mains. D'accord. Vous avez gagné. Papa s'est arrêté. Son pouce était encore sur la roulette du briquet. Il a souri, triomphant. Je savais que tu finirais par écouter la raison. Tu as toujours été une fille obéissante. Laissez-moi juste prendre mes affaires personnelles. Mes croquis, ça ne vaut rien pour vous. Et demain, on va à la banque. Très bien, a dit papa en baissant le briquet, mais sans lâcher le bidon. Tu as 10 minutes. Prends ta camelote sentimentale, mais l'œuvre reste ici et les outils restent ici comme garantie. J'ai hoché la tête, en baissant le regard pour cacher mes yeux. Je n'étais pas soumise, j'étais en train de calculer. Je me suis déplacé vite, en simulant la défaite. J'ai pris mon vieux sac à dos et j'y ai mis mon ordinateur portable, le disque dur externe et le cahier marron. Puis je suis allé vers l'armoire à outils. J'ai dit que les outils restent, a aboyé papa.
Je vais juste prendre mon jeu de gouge à main, ai-je dit en montrant l'étui en cuir. Celle que grand-père m'a donnée. Elles ont une valeur sentimentale, pas économique. Vous pouvez vendre les scies électriques et les perceuses si vous voulez, ça vaut beaucoup d'argent. C'était un mensonge. Les scies valaient de l'argent, oui, mais mes gouges japonaises et suisses étaient irremplaçables. Elles étaient une extension de mes mains et valaient plus que leur voiture. Papa a soufflé, mais a hoché la tête. Il ne connaissait pas la différence entre un outil de supermarché et un outil en acier de Damas. Vite. J'ai mis le sac sur mon épaule. Je sentais tout le poids de ma vie dedans. J'ai regardé le retable de l'arbre de vie. Le laisser là, sous la menace de ce faux avec un briquet, m'a brisé le cœur. C'était mon enfant de bois, mais je savais que si j'essayais de le prendre, il le brûlerait. Je devais faire confiance à sa cupidité. Il croyait qu'il allait recevoir 3 millions pour cette pièce. Il ne la brûlerait pas s'il pensait que c'était son ticket de sortie. Je suis prête, ai-je dit. Bien, a dit maman en bloquant la porte. Maintenant, monte dans ta chambre. Tu resteras là jusqu'à demain, quand on ira à la banque. Je ne veux pas que tu parles à qui que ce soit. Donne-moi ton portable. Là, c'était leur erreur. Ils pensaient que j'allais redevenir la prisonnière. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai lancé de toutes mes forces vers le fond de l'atelier, où il a heurté une pile de boîtes en métal, faisant un énorme bruit. Oups, ai-je dit. Il m'a glissé des mains. Pendant que les trois tournaient la tête instinctivement vers le bruit, j'ai agi. Je n'ai pas couru vers ma chambre. Je me suis précipité vers la petite porte latérale, celle qui donnait sur l'allée de service. Une porte que je gardais toujours bien huilée au cas d'incendie. Là elle s'enfuit, a crié Mireia. J'ai appuyé sur la barre anti-panique et je suis sorti à l'air libre. Le soleil de l'après-midi m'a frappé le visage. Je ne me suis pas retourné. J'ai couru. J'ai couru avec mes bottes lourdes, avec mon sac qui rebondissait sur mon dos, avec mon cœur dans ma gorge. Je n'ai pas couru vers la rue principale. Je suis allé vers la petite maison de service au fond du jardin. Ma tante Rosalva, ai-je crié en frappant à sa porte. Rosalva a ouvert presque immédiatement. Sa valise était prête sur le lit. Elle savait toujours. On part, a-t-elle demandé sans besoin d'explication. On part maintenant. Paloma, reviens ici, j'ai entendu les cris de mon père se rapprocher depuis l'atelier. Rosalva a pris son sac à main et une image de la Vierge de Guadalupe. Nous sommes sortis par la porte arrière du jardin, celle qu'utilisent les jardiniers. Nous avons sauté dans l'allée. Mon vieux pick-up, un Ford des années 90 que j'avais restauré moi-même, était garé 2 rues plus loin. Papa m'avait interdit de le mettre devant la maison parce que ça gâchait la façade. Ironie, sa maniaquerie de l'image rendait maintenant ma fuite plus facile. Nous avons atteint le pick-up. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber les clés. Tranquille, ma fille, tranquille, a dit Rosalva, en ramassant les clés et en ouvrant la porte côté passager. J'ai entendu les pas de mon père courir sur le gravier. Paloma, reviens ici. Je vais te déshériter. Je suis monté côté conducteur. Le moteur a démarré au premier coup de clé. Ce moteur, c'était moi qui l'avais réglé. Il ne me lâchait jamais. Je suis parti en laissant un nuage de fumée dans la figure de mon père, qui venait juste de sortir dans l'allée. Je l'ai vu dans le rétroviseur, rouge, levant le poing, criant des insultes, devenant de plus en plus petit alors que j'accélérais vers l'avenue principale. J'ai conduit pendant 20 minutes sans direction, juste en m'éloignant, en mettant des kilomètres entre la grande maison et moi. Finalement, je me suis garé sur le parking d'un supermarché. J'ai éteint le moteur et je me suis effondré sur le volant, en sanglotant. Je ne pleurais pas parce que je perdais ma maison, je pleurais parce que je me sentais libre. Et la liberté, quand elle arrive d'un coup, fait mal. Rosalva m'a frotté le dos en silence. C'est fini, ma fille, c'est fini. Tu l'as fait. Je me suis essuyé les larmes avec la manche de ma combinaison. J'ai sorti un autre téléphone de mon sac, un téléphone prépayé bon marché que j'avais acheté il y a des mois et gardé caché pour les urgences. J'ai composé un numéro. Allô, a répondu la voix occupée de Julien. Julien, c'est moi. Je suis dehors. J'ai ma tante avec moi. Mais le retable est resté là-bas. Mon père a de l'argent et un briquet. Il croit qu'il va toucher l'argent demain, donc il ne le brûlera pas aujourd'hui.
Mais j'ai besoin de le sortir de là. Et dis-moi où tu es, a dit Julien, sa voix passant d'inquiet à autoritaire. Je viens te chercher et j'appelle la police. C'est de l'extorsion et une menace de destruction de propriété. Non, ai-je dit. La police mettra trop de temps, et papa pourra dire que c'est un conflit de famille. On doit être plus malin. On a besoin d'un déménagement rapide. J'ai un camion de la société de construction de mon père, a dit Julien. Et j'ai 6 ouvriers qui détestent les gens comme ton père. On va chercher ton œuvre, Paloma. J'ai souri à travers les larmes. On se voit au coin de l'église dans une demi-heure. Nous sommes retournés à la grande maison 1 heure plus tard, mais on n'est pas entré discrètement. On est entré en force. Le camion Ben de la société Valadar s'est garé en travers, bloquant l'entrée du garage. Julien est descendu de sa voiture de sport, accompagné de 4 grands hommes avec des chasubles oranges et des casques. Moi, je suis sorti de mon pick-up à côté d'eux. Mes parents et Mireia sont sortis de la maison en entendant le bruit. « C'est quoi ça » a crié maman, scandalisée en voyant le camion. « Vous bloquez la voie publique. Je vais appeler la police. »« Faites donc, madame » a dit Julien en croisant les bras. En fait, ils sont déjà en route. Ils viennent avec une demande de restriction que mes avocats préparent, et avec une plainte pour tentative de destruction de patrimoine artistique. Papa a blêmi. Julien, mon fils, tu comprends mal, c'était une blague, un malentendu. Paloma dramatise tout. Ouvrez le garage, ai-je ordonné. Ma voix ne tremblait plus. Je n'ai pas la clé, a menti papa. Julien a fait un signe à un des hommes. L'ouvrier a sorti une grosse pince coupante. En 2 secondes, le cadenas que papa avait mis est tombé au sol. Ils ont levé la porte métallique dans un grand fracas. L'odeur de diluant était encore forte. Mon retable était toujours là, intact. Merci à Dieu et à la cupidité de mon père. Chargez-le, a ordonné Julien. Les hommes sont entrés avec précaution, ont soulevé la lourde structure de cèdre et l'ont porté jusqu'au camion, protégé par des couvertures. Ils ont aussi pris les scies, les perceuses et chaque pièce de bois portant ma marque. Mes parents regardaient la scène, impuissants. Ils savaient que s'ils essayaient d'attaquer physiquement 4 ouvriers et un Valadar, ils allaient perdre. « Tu vas le regretter, Paloma » a dit maman, les larmes de rage aux yeux. « Tu vas rester seul, sans famille. Quand ce gosse riche se lassera de jouer au mécène avec toi, ne viens pas pleurer à notre porte. »« Ne t'inquiète pas, maman » ai-je dit en montant dans le camion. Je ne reviendrai pas. Et d'ailleurs, j'ai sorti mon téléphone. Devant eux, j'ai passé l'ultime coup de fil qu'il me restait. J'ai mis le haut-parleur. Service client de la compagnie d'électricité, bonjour. Oui, bonjour, ai-je dit fort et clair. Je veux signaler un déménagement. Je suis la titulaire du contrat pour la maison rue Francisco Sosa 124. Je veux demander la coupure immédiate du courant pour cause de départ. Oui, tout de suite. Non, je n'autorise pas que le contrat soit transféré à quelqu'un d'autre. Ils devront ouvrir un nouveau contrat à partir de 0. Et je crois qu'il y a une dette en cours qui empêche une reconnexion immédiate, n'est-ce pas? Ah, parfait. Faites le nécessaire. J'ai raccroché. Qu'est-ce que tu as fait? A demandé Mireia, horrifiée. Le contrat d'électricité est à mon nom, Mireia. L'eau aussi. L'Internet aussi. Je viens de tout couper. Si vous voulez ces services, vous devrez les payer. Vous. Et bonne chance avec le mauvais dossier de crédit de papa. Je doute qu'on lui approuve un nouveau contrat. À ce moment-là, comme un signe divin, les lumières du jardin ont clignoté et se sont éteintes. La musique de jazz qui jouait encore dans la maison s'est arrêtée net. La grande maison est restée en silence et dans le noir. « Tu es un monstre » a crié papa, en avançant vers moi. Julien s'est mis devant, en lui posant la main sur la poitrine. « Ne vous approchez pas d'elle, monsieur Vega. »« Plus jamais. » Je suis monté dans mon pick-up. Rosalva était déjà dedans, en train de prier son chapelet, mais avec un sourire aux lèvres. Julien est remonté dans sa voiture. La caravane de la liberté est partie, laissant derrière 3 silhouettes dans l'ombre, devant un manoir qu'ils ne pouvaient plus payer, plongés dans les ténèbres qu'ils avaient eux-mêmes créées. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une chambre d'amis chez les parents de Julien.
Mon retable était en sécurité dans un dépôt climatisé. Rosalva dormait dans la chambre d'Aak sans grave côté. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans rêver de chiffres, de factures ou de cris. J'ai rêvé de bois. Les jours suivants ont été un tourbillon, mais du bon genre. J'ai signé le contrat avec la Fondation Soumaya. 3 millions de dollars sont arrivés sur mon nouveau compte. J'ai loué un loft industriel dans un quartier sûr, avec assez d'espace pour vivre en haut et avoir mon atelier en bas. Rosalva a emménagé avec moi, et je lui ai donné le poste officiel de responsable logistique, avec un salaire digne et une sécurité sociale. Mais pendant que je construisais ma nouvelle vie, l'ancienne s'est écroulée très vite. Mireia a essayé de m'appeler 3 jours plus tard. Je n'ai pas répondu. Elle m'a laissé 20 messages vocaux, en passant de la supplication à la menace, puis de nouveau aux pleurs. Paloma, s'il te plaît. Papa est tombé dans le noir et s'est cassé la cheville. On n'a pas d'assurance. Tu dois payer l'hôpital. Paloma. La banque est venue aujourd'hui. On a reçu un avis d'expulsion dans 30 jours. Fais quelque chose. C'est ta maison d'enfance. Espèce de garce. J'espère que tu vas mourir. Julien ne t'aime pas. Il t'utilise juste. J'ai appris par des amis ce qui se passait. Sans mon argent, le château de cartes s'est effondré en moins d'une semaine. Il n'avait pas d'économie. Il vivait au jour le jour, en jouant aux riches. Après que j'ai coupé les services et l'hypothèque, la banque a exécuté la garantie rapidement, parce que papa avait déjà un mauvais historique de paiement que je cachais en payant derrière. Ils ont dû vendre les meubles. Oui, ces meubles que j'avais restaurés avec amour, ils les ont vendus à prix cassé à un brocanteur opportuniste parce qu'ils avaient besoin de cash urgent. Ça m'a fait mal, oui, mais ce n'était plus mes meubles. Mireia a essayé de relancer sa carrière d'influenceuse, en postant des stories, en pleurant, en se disant victime d'une arnaque familiale, en essayant de me faire passer, moi et Julien, pour les méchants. Mais Internet est cruel et rapide. Julien a publié un communiqué simple et élégant sur ses réseaux, expliquant que ses fiançailles étaient rompues pour différences irréconciliables de valeurs, et en lui souhaitant le meilleur. Les gens ont commencé à fouiller. Ils ont découvert que Mireia utilisait des vêtements de contrefaçon, que ses voyages étaient des mises en scène. Elle a perdu ses quelques sponsors en quelques jours. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une notification légale. Ce n'était pas une plainte contre moi, c'était une déclaration de faillite personnelle de Rogelio Vega. J'étais dans mon nouvel atelier, en train de sculpter une nouvelle pièce, quand Julien est entré avec 2 cafés. « Tu as vu ?» a-t-il demandé en s'asseyant sur un tabouret. « Oui, la faillite. » Pas seulement ça. Ils se font expulser aujourd'hui. En ce moment. J'ai senti une pointe dans l'estomac. C'était ma famille. Malgré tout, c'était triste. Je devrais y aller, ai-je demandé. Julien m'a regardé sérieusement. Pourquoi faire? Pour qu'ils te blâment? Pour qu'ils essaient encore une fois de te soutirer de l'argent, Paloma? Ils ont choisi ce chemin chaque jour où ils ont préféré te traiter comme une poubelle plutôt que comme une fille. Il avait raison. Je n'y suis pas allé. Je suis resté dans mon atelier. J'ai terminé le pied d'une table, et à chaque coup de maillet, j'ai enterré un peu plus le passé. 6 mois ont passé. 6 mois de travail intense, de sueur, d'odeur de café et de rire avec Julien. La nuit de l'inauguration de l'exposition « Racines vivantes, la renaissance du bois par PV » au musée Soumaya est arrivée. J'étais devant le miroir de ma loge. Je portais une longue robe vert émeraude, en soie brute. Ce n'est pas moi qui l'avais achetée, une styliste amie de Julien me l'avait faite en échange de boutons en ébène que je lui avais sculptés. Mes cheveux étaient lâchés, mes boucles libres, et mes mains. Mes mains étaient propres, mais marquées de cicatrices. Je ne les ai pas cachées. J'ai mis quelques bagues en argent qui mettaient en valeur mes doigts forts. « Tu es spectaculaire », a dit Julien en entrant dans la loge. Il m'a embrassé doucement. « Prête ? Il y a 300 personnes là-dehors. La presse est en délire. Je suis terrorisé, ai-je avoué. Et si ça ne leur plaît pas? Ils vont t'adorer. Et s'ils n'aiment pas, qu'ils aillent se faire voir. Toi, tu as déjà gagné. » Nous sommes sortis dans la grande salle. Les flashs des appareils photo m'ont ébloui un instant. Il y avait des critiques d'art, des collectionneurs, des architectes célèbres. Tout le monde applaudissait.
Au centre de la salle, illuminé comme un hôtel, se trouvait mon arbre de vie. Les gens venaient me féliciter. Ils m'appelaient « Maestra », ils demandaient des photos. Je me sentais flotter. Et puis je les ai vus. À l'entrée, en train de discuter avec les agents de sécurité, se trouvaient 3 silhouettes qui juraient avec le glamour de l'événement. Papa, maman et Mireia semblaient diminuer. Papa portait un costume trop grand et paraissait vieux. Maman avait une robe démodée, et son teint avait besoin d'une retouche urgente. Mireia avait l'air amer, avec un maquillage trop chargé pour cacher ses cernes. Non. Ai-je murmuré. La sécurité va les sortir, a dit Julien, tendu. Non, ai-je dit en le retenant. Laisse-les entrer. Tu es folle? J'ai besoin qu'ils voient ça. J'ai besoin qu'ils voient ce qui rabaisse leur image. J'ai fait un signe au chef de la sécurité. Ils les ont laissés passer. Ils ont avancé vers moi à travers la foule, en se frayant un chemin avec l'arrogance qui leur restait. Les gens les regardaient avec curiosité, en se demandant qui étaient ces intrus mal habillés. Ils sont arrivés devant moi. Un silence gêné est tombé autour de nous. Ma fille, a dit maman avec une voix brisée, en essayant de sourire. Quel succès! Quelle merveille! On est venu te féliciter. On savait que ce serait ta grande nuit. La famille doit rester unie, non? Paloma, a dit papa en regardant autour de lui les gens riches, avec la faim dans les yeux. On est tellement content pour toi. Regarde, on sait qu'il y a eu des malentendus, mais le sang, c'est le sang. On vit dans un petit appartement, très humble. On s'est dit que maintenant que tu réussis si bien. Mireia n'a rien dit. Elle regardait ma robe, puis Julien, puis le sol. La défaite sortait d'elle comme une mauvaise odeur. Je les ai regardés. Je m'attendais à ressentir de la haine ou de la peur, mais je n'ai rien ressenti. Juste une grande pitié. Ils étaient petits. Insignifiants. Merci d'être venu, ai-je dit d'une voix claire, assez forte pour que tout le monde entende. Je suis contente que vous soyez là pour voir ça. J'ai montré mon œuvre. J'ai montré la foule qui m'applaudissait. Vous vous rappelez de ce que vous m'avez dit la nuit de la demande en mariage? Que ma présence rabaisserait votre image. Maman est devenue blanche. Quelques invités ont laissé échapper un « oh ». Les biens, ai-je continué. On dirait que maintenant, c'est moi, la marque. Et vous, vous êtes ceux qui ne rentrent plus dans la photo. Paloma, ne nous fais pas ça ici, a supplié papa à voix basse. On a faim. Littéralement. J'ai sorti mon sac. Je n'ai pas sorti un chéquier. J'ai sorti 3 billets d'entrée du musée qu'il me restait. Tenez, ai-je dit en les mettant dans la main de papa. L'entrée coûte $100, mais aujourd'hui, c'est gratuit pour vous. Profitez de l'exposition. Il y a des canapés gratis au bar. Vous pouvez manger autant que vous voulez. Mais ne vous approchez pas de moi, ni de Julien, ni de mes clients. Si vous le faites, la sécurité vous mettra dehors. C'est tout, a demandé Mireia en pleurant. Des canapés? On est ta famille. Vous étiez mes parents, ai-je corrigé. Ma famille est ici. Je me suis tourné vers Julien, vers tante Rosalva qui buvait du champagne avec le docteur Montemayor, et vers mes amis artisans. Passez une bonne soirée, ai-je dit, en leur tournant le dos. J'ai continué à saluer les invités. J'ai entendu un petit remue-ménage derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. J'ai su plus tard qu'ils avaient mangé comme des affamés au buffet, puis étaient partis, honteux des regards de pitié des gens. C'était la fin parfaite, sans cri ni incendie, mais avec l'indifférence. 1 an a passé depuis cette nuit. J'écris ceci depuis le porche de ma nouvelle maison. Ce n'est pas un manoir, c'est une maison de campagne près de la forêt, construite en bois et en pierre. Je l'ai achetée avec mon propre argent. Julien est dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Tante Rosalva est dans le jardin à s'occuper de ses roses. Elle dit qu'elle n'a jamais eu de jardin à elle, et maintenant elle y passe ses journées. Ma carrière a décollé à l'international. J'ai des commandes pour New York et Madrid, mais je travaille toujours avec les mêmes outils, avec la même combinaison tachée. Et mes parents vivent de la retraite minimale de papa. Mireia travaille comme secrétaire dans un cabinet dentaire. Nous ne nous sommes plus reparlés. Parfois, ça me fait mal.
L'absence de parents fait mal, même si c'était de mauvais parents. C'est une douleur fantôme, comme quand on t'ampute un membre infecté. Tu sais que c'était nécessaire pour survivre, mais parfois tu sens encore la démangeaison là où il n'y a plus rien. Mais ensuite, je regarde mes mains, je regarde le bois, je regarde la vie que j'ai construite, une vie sans mensonge, sans apparence, sans vernis bon marché pour cacher la pourriture. J'ai appris que la famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est un accident biologique. La famille, c'est les gens qui te poncent quand tu es brute, qui te vernissent avec de l'amour pour te protéger, et qui voient l'œuvre d'art en toi quand toi, tu ne vois qu'une bûche sans forme. Si tu écoutes ça et que tu te sens comme le vilain petit canard ou la servante de ta propre famille, regarde-moi. Regarde mes mains sales. Ne les laisse pas te cacher. Ne les laisse pas éteindre ta lumière. Et surtout, ne les laisse jamais te dire que tu rabaisses leur image, parce que, très probablement, c'est toi le seul or pur dans une maison de métal cheap. Je suis Paloma Vega, je suis maîtresse ébéniste, et ça, c'était mon histoire. Merci de m'avoir écouté.